Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV, bienvenue ici au Grand Palais pour un point de vue spécial bicentenaire. Le Figaro fête ses 200 ans et pour l'occasion, eh bien, on a vu les choses en grand. Vous reconnaissez cette magnifique nef, cette magnifique verrière ici du Grand Palais avec notamment la grande exposition immersive retraçant 200 ans d'histoire du journalisme, d'histoire de la presse, d'histoire de la littérature également. On a aussi bien sûr cette grande scène sur laquelle se déroule un certain nombre de conférences pendant ces 3 jours. Ça a d'ailleurs déjà commencé ce matin, on a parlé de mode, on a parlé d'histoire, on a parlé de culture, de littérature bien évidemment. Et puis vous le voyez, ce studio ici du Figaro TV où nous délocalisons donc toutes nos émissions pendant ces 3 jours parce qu'évidemment l'actualité continue. C'est vous, Anne-Emmanuelle, qui allez présenter cette première émission de Point de Vue. Je vous propose de nous présenter le programme de l'émission. Merci Timothée, Delem. Bonjour à tous, bienvenue au Grand Palais où nous célébrons les 200 ans du Figaro. Au programme, Timothée vous l'a dit, une magnifique exposition des conférences et des émissions du Figaro TV. Au programme de ce point de vue exceptionnel, on parlera de l'actualité internationale avec Pierre Lévy, diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie. On parlera d'économie, de politique avec Nicolas Bouzou et en fin d'émission, l'avocat du droit de la presse, Basile Adair, sera avec moi pour évoquer l'affaire Caillot quand la femme du ministre des Finances de l'époque abat de plusieurs balles le directeur du Figaro et s'en tire par un acquittement. C'était en 1914. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Pierre Lévy, vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Tchéquie, en Pologne et en Russie de 2020 à 2024. Merci d'être avec nous sur ce plateau exceptionnel au Grand Palais pour les 200 ans. Bonjour Anne-Emmanuelle Isaac, d'abord merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici. Bon anniversaire au Figaro. C'est une ambiance vibrante, exceptionnelle. Et si vous m'invitez pour le 300e anniversaire, si je suis disponible, je viendrai bien volontiers. Le rendez-vous est pris. Alors, on va évoquer évidemment l'actualité internationale avec vous. Avant d'évoquer celle de 2026, on va regarder rapidement dans le rétroviseur, si je puis dire. Qu'est-ce que vous retenez, Pierre Lévy, de l'année 2025 sur le plan des relations internationales et de la géopolitique ? 2025, c'est d'abord le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je crois que c'est vraiment l'élément majeur. Nous savions que des tendances longues étaient amorcées. La priorité donnée à la Chine, la question de la défense européenne et du partage du fardeau. Mais on ne s'attendait certainement pas à ce que le système turbule comme ça, à être bousculé dans tous les sens. Et bien évidemment, c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine dans sa 4e année qui continue. Et avec des événements qui m'ont marqué compte tenu de mon implication, en particulier la scène dans le bureau ovale avec Zelensky, le vote des États-Unis aux Nations Unies le 24 février 2025 avec la Russie. Ça, je crois que c'était aussi quelque chose de très important. Le discours de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich. Voilà, toute une série d'événements très, 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 très lourds. Et certainement, nous sommes entrés dans une nouvelle séquence. Une année 2025, s'il fallait la qualifier, trouver un adjectif, comment vous qualifiez cette année 2025 qui vient de s'écouler ? Je parlerais d'une année de bascule, d'une année aussi de polarisation, de multipolarisation. Dans tous les sens, et puis de violence aussi. Il y a eu de brutalité. Voilà. Alors l'année 2026, elle a démarré avec la spectaculaire opération militaire des Américains au Venezuela. Beaucoup d'observateurs disent qu'on est entré dans une nouvelle ère avec cette opération spéciale des Américains. C'est aussi votre analyse ? J'hésite toujours à parler de nouvelle ère, de tournant, d'événements historiques. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste d'abord à une désinhibition de la violence,
de l'action militaire. Pendant très longtemps, on a vu les limites de l'action militaire, sans même remonter à la guerre du Vietnam. Mais il y a eu la guerre d'Irak en 2003, il y a eu les opérations en Afghanistan. Ces opérations militaires rencontrent très vite leurs limites parce qu'il n'y a pas de stratégie politique derrière. C'est la grande question du jour d'après qui se pose d'ailleurs quand on regarde ce qui s'est passé à Gaza, qui se pose aussi concernant le Venezuela. Et donc, il y a cette désinhibition de la violence, de l'action militaire qui, auparavant, était très encadrée par les règles internationales. Et ça, je crois que c'est un événement important dont je suis incapable à ce stade de mesurer les conséquences sur les Chinois, sur d'autres pays. Il y a aujourd'hui la question de l'Iran. Ça, je crois que c'est un événement majeur. Et puis, bien évidemment aussi, le fait qu'il y a ces grands pôles de puissance, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui revendiquent en fait des sphères d'influence. Pour revenir sur l'opération militaire au Venezuela des Américains, vous diriez que c'est également un message des Américains vis-à-vis des Russes ? Je crois certainement. C'est un message au monde sur la puissance américaine et c'est un message également aux Russes. Oui. D'abord parce qu'il y a un fait très important et qui, à mon avis, est lourd de conséquences qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour la Russie, la priorité, c'est la guerre en Ukraine. Ce qui veut dire qu'ils ont en quelque sorte un peu lâché prise dans leur étranger proche. Vous avez vu comment l'Azerbaïdjan s'est affranchi aussi et d'autres pays. Vous avez vu comment Bachar en Syrie a été lâché. Aujourd'hui, l'Iran, les Russes ne bougent pas. Les Russes ont été très peu présents au Moyen-Orient quand il y a eu la guerre de Gaza. Et puis, bien sûr, Maduro, qui était un grand invité aux célébrations du 9 mai dernier à Moscou pour la fête de la victoire, aujourd'hui est totalement lâché. Vladimir Poutine n'a rien dit. Vous voyez, donc, je crois que c'est important parce que la Russie sacrifie ses responsabilités internationales et son rôle à cette guerre qui absorbe ses moyens comme elle a sans doute jamais pensé au départ de cette opération, qui à mon avis est une erreur historique. Vous qui connaissez très bien le régime russe, la culture russe également, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la réaction de Vladimir Poutine face à cette opération américaine menée au Venezuela ? C'est-à-dire que la priorité, comme je vous l'ai dit, est l'Ukraine. Donc on voit bien que la stratégie russe, l'équation stratégique russe aujourd'hui, consiste d'abord à maintenir le cap, parce que quand vous regardez comment les choses se sont passées depuis 2025, il n'y a pas eu de changement sur le fond. Les Russes continuent de dire les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints, mais en même temps, ils cherchent à ménager Trump, à ne pas perdre Trump. Parce que pour eux, c'est une occasion historique, véritablement, d'avoir quelqu'un d'aussi complaisant, même s'il est totalement imprévisible. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette séquence, c'est le fait que d'un côté, vous avez un président américain qui est impatient, qui veut un accord très vite, pour passer à autre chose, pour zapper en quelque sorte en matière de politique étrangère, et de l'autre côté, un président Poutine qui, lui, est plein de patience stratégique, qui considère qu'il a le temps devant lui. Pas tant que ça. Ce qui est le cas. Oui, mais pas tant que ça, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, je pense que derrière sa vision un peu de démiurge, régler enfin la question ukrainienne, il introduit du calcul, parce que l'économie va mal, parce qu'il y a des tensions sur le marché du travail, parce qu'il a des gros problèmes de ressources. Et vous voyez bien d'ailleurs que sur le terrain, la guerre d'attrition continue. Il n'arrive pas à transformer des gains tactiques en une percée stratégique. Oui, il y a un grignotage des Russes sur effectivement le terrain, mais ça bouge assez peu. Vous évoquiez, on évoquait l'Ukraine, bientôt 4 ans que la Russie a envahi le pays. Est-ce que vous voyez néanmoins des avancées un peu positive à la résolution du conflit? Il y a eu la semaine dernière un sommet de la coalition des volontaires à Paris et les Européens ont vu les Américains les rejoindre dans leur position. Il y a des petits pas qui sont faits pour aller dans la bonne direction, entre guillemets. Je crois que 2026, si je la résumais en un mot, je dirais une année de clarification. Oui. Clarification pour les Russes, d'abord, est-ce qu'ils sont capables d'aller de l'avant? Est-ce qu'ils veulent véritablement la paix? J'ai ma réponse. Clarification pour les Américains,
De quel côté sont-ils? Parce que toutes les options sont ouvertes, même si on a bien vu le biais pro-russe pendant très longtemps, y compris à Anchorage, y compris avec les 28 points qui au départ ont été mis sur la table. Clarification pour l'Ukraine. Est-ce qu'elle est capable de tenir? Est-ce qu'elle est capable aussi de composer, de faire un compromis? Et clarification pour les Européens. J'allais y venir, Pierre Lévy, les Européens. Les Européens. Clarifier. En d'autres termes, sommes-nous capables? D'abord, les Européens, ils sont très bousculés dans cette affaire, dans ce monde, aujourd'hui en 2026, avec la double hostilité venant de Washington et de Moscou. Est-ce que nous serons capables, premièrement, de faire ce que nous avons à faire pour soutenir l'Ukraine, économiquement, militairement? C'est tout le travail sur la coalition des volontaires qui est engagée et qui, je crois, connaît des progrès tout à fait significatifs. Et puis, est-ce que nous serons capables aussi de maintenir l'unité et d'avoir une véritable stratégie? Et là, je crois que notre avenir est en jeu, vraiment. Pas uniquement en 2026, parce qu'il y a des évolutions qui sont longues, mais de ce que nous ferons dans cette année et les prochaines années sera déterminant. Moi, j'ai gardé une formule de la conférence des ambassadeurs qui a eu lieu la semaine dernière, du président de la République et du ministre Jean-Noël Barrot: ni se lamenter, ni commenter. C'est très dur pour nous, sans aucun doute, oui. Mais il faut être dans l'action, montrer ce que nous pouvons faire, dans une période qui fondamentalement met en cause notre approche, notre ADN stratégique. En d'autres termes, il y a pour nous en quelque sorte un choix que je présente de manière un peu simpliste. Soit continuer à dire le droit international, c'est fondamental, nous sommes outrés par ce qui se passe, c'est un peu se lamenter, au risque d'être impuissant. Soit essayer de jouer le jeu de la politique de puissance comme les autres, à supposer que nous en soyons capables, au risque peut-être de perdre notre âme. Alors volontairement, c'est un peu caricatural, un peu simpliste, parce qu'il y a une combinaison des deux. Mais en tous les cas, ce que je crois, c'est qu'il faut que nous réfléchissions et agissions en revisitant la notion de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire la puissance pour les Européens? Et je crois vraiment que l'Union européenne est une puissance qui s'ignore. En d'autres termes, on dit souvent il faut avoir les moyens de ses ambitions. Mais est-ce que nous avons l'ambition de nos moyens? Je pense en particulier à ces négociations commerciales. Vous vous souvenez de Madame von der Leyen qui était dans le club de golf au Royaume-Uni de Donald Trump. On a des moyens, en particulier en matière économique, de faire face aux États-Unis et de prendre des mesures. Et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur de nos moyens. Il faut que les dirigeants européens, l'Europe, ait une révolution sur sa façon de voir les choses. Voilà, la paix, c'est fini, la guerre est de retour. Préparer la paix, c'est préparer la guerre. C'est une révolution bien sûr, il faut construire. Presque, il faut d'abord être bien conscient de nos moyens et qui existent en matière économique, en matière normative, je pense en particulier au digital, au numérique, qui énerve beaucoup les Américains. Le mot est faible, mais il faut aussi qu'on arrive à développer une véritable culture stratégique européenne. Le tout n'est pas d'avoir des équipements. Nous avons beaucoup de moyens sur le papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une culture stratégique européenne? Est-ce que nous sommes capables véritablement d'identifier nos intérêts communs? En particulier face à une question qui est sans doute la plus diviseuse entre les Européens, qui est la relation à la Russie, pour des raisons évidentes, parce que quand vous êtes à Lisbonne ou à Madrid ou en Irlande, vous n'avez pas la même histoire que les Polonais, que les pays baltes, vous voyez. Donc il y a véritablement un besoin de stratégie européenne et puis d'action. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron plaident pour reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une bonne idée à vos yeux, Pierre Lévy? Sans hésiter, je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'ai beaucoup souffert des dernières périodes à Moscou où finalement on ne se parlait pas. Dialoguer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Cela étant, il faut être sûr que des résultats sont possibles. Je crois que les Européens ont des choses à dire aux Russes
et aux Américains aussi, parce que vous voyez bien qu'il y a un dialogue avec Washington qui est absolument nécessaire. Mais je pense qu'on ne peut pas à la fois admettre que des questions, en particulier de sécurité européenne, soient décidées entre Washington et Moscou. Oui. Et puis deuxièmement, nous avons une vraie valeur ajoutée dans cette affaire. Et il ne faut pas oublier que l'Union européenne était le premier partenaire économique, commercial, même culturel de la Russie avant la guerre. Tout ça est fini. On ne reviendra pas à la situation antérieure à 2022. La Russie change considérablement aussi. Mais nous avons à la fois des choses à dire et des éléments à mettre dans la corbeille. Je pense en particulier à l'adhésion, à la perspective européenne qui est ouverte pour l'Ukraine. Il faut expliquer ce que ça veut dire et puis il faut faire en sorte que cette décision, qui est une décision européenne, ne soit pas préemptée ni par Moscou ni par Washington. Alors il y a aussi l'Iran, hein. Tous les yeux sont braqués sur l'Iran depuis le 28 décembre et ces derniers jours où le pouvoir en place où le pouvoir en place tue sa population, il n'y a pas d'autre mot. La révolte populaire menace de menacer le régime. Est-ce que le régime des Mollahs peut tomber sans intervention étrangère, Pierre Lévy ? Il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles. D'abord, il se passe véritablement beaucoup de choses. C'est terrible quand on voit l'ampleur des morts. C'est très difficile de savoir ce qui se passe. Le courage des Iraniens qui est absolument extraordinaire. Moi, je dirais que il faut les aider. Il y a différents moyens de les aider, depuis les moyens cyber, les VPN aussi. Enfin, le pays est bouclé là. Il faut faire aussi très attention. Vous savez qu'il y a encore deux otages français qui sont à Téhéran, mais abrités dans l'ambassade de France. Mais en même temps, il faut se méfier quand même. L'histoire de ces dernières années nous a appris que les interventions de l'extérieur par des opérations militaires peuvent mener à des résultats catastrophiques. Je pense à l'Irak, je pense aussi à la Libye. Il faut reconnaître quand même que les choses ne sont pas passées comme prévu. Et qu'est-ce que ça veut dire le jour d'après ? Donc il faut soutenir l'Iran, il faut travailler sur toutes les hypothèses. L'Iran aussi a des ambitions nucléaires et vous savez combien la France a été engagée pour y faire face. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont sortis de l'accord nucléaire qui était, à mon sens, une bonne formule. Mais c'est terrible et il faut faire tout ce que nous pouvons pour aider les Iraniens. Nous célébrons ici au Grand Palais les 200 ans du Figaro tous ces 3 prochains jours. Quelle est, votre relation, Pierre Lévy, à notre journal ? Quel lecteur vous êtes du Figaro ? Maintenant, je suis un grand lecteur du Figaro. Je crois que dans le contexte actuel, un message autour des valeurs du libéralisme politique et économique est très important. Mais j'ai un souvenir familial, parce que mon père était abonné au Figaro depuis, je ne sais pas, depuis très très longtemps. Donc le Figaro a toujours été dans la famille. Le Figaro, alors religieusement, il allait récupérer le Figaro tous les matins dans la boîte aux lettres. Mais au moment de son décès, comme dans beaucoup de familles, j'ai trié tous les papiers et j'ai trouvé des masses de Figaro. Et je me souviens de frictions que nous avions de manière récurrente, des frictions qui peuvent être politiques. Je n'étais pas gauchiste, mais en tous les cas, on avait des débats autour des articles du Figaro. Et puis, deuxièmement, je lisais le journal et il était très, très irrité comme je le massacrais, comme il disait, quand je ne lui rendais pas en état, très froissé, les pages en désordre. Et ça, c'est des souvenirs familiaux qui restent très présents. Merci Pierre Lévy d'avoir été avec nous. Je recommande votre livre « Au cœur de la Russie en guerre ». C'est le récit de 4 années au poste d'ambassadeur. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission exceptionnelle au Grand Palais. On va retrouver Timothée Delhemme. Timothée Delhemme, je crois que vous êtes dans les allées justement du Grand Palais.
Oui, tout à fait. Anne-Emmanuelle, on est en réalité à quelques mètres de vous, dans les coulisses de cette exposition immersive. On vous en a beaucoup parlé et pour cause, parce que c'est absolument magnifique ce travail réalisé ici avec vraiment les coulisses et puis l'histoire, je le disais tout à l'heure, du Figaro. Alors justement, beaucoup de visiteurs, et vous le voyez d'ailleurs, ça a beaucoup de succès. On est avec Emma, 15 ans, qui est lycéenne, et vous avez tenu ce matin à venir visiter cette exposition, vous rendre ici au Grand Palais. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous ? C'est important pour moi parce que j'ai fait mon stage de seconde là en décembre et j'ai tenu à être présente parce que c'est un grand événement, il y a beaucoup de monde et c'est important pour moi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous êtes allé un peu déambuler dans les différentes allées. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur l'histoire du Figaro? Alors j'ai participé à la conférence sur le Figaro Madame et c'était très très intéressant sur l'histoire de la mode, sur l'histoire de la mode des femmes surtout. Et là on est dans l'exposition, on a voir tous ces numéros, il y a 200 ans de numéros tous les jours, c'est hyper impressionnant et je trouve ça incroyable. Là devant nous il y a la chute du mur de Berlin et franchement c'est incroyable. On parle beaucoup de transmission évidemment et vous en êtes quelque part le symbole parce qu'on voit que le Figaro ça parle à toutes les générations. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le Figaro? Le Figaro c'est un journal que plein de monde lit tous les jours et pour moi moi je ne lis pas tous les jours mais j'y suis abonnée et ça me fait plaisir des fois de lire 2 ou 3 articles, de pouvoir mieux s'informer aussi sur l'actualité. Merci Emma. Voilà Anne-Emmanuelle, beaucoup de monde ici, vous le voyez vraiment sur ces images, expositions qui rencontrent beaucoup de succès sur l'histoire du Figaro. Merci Timothée Delem. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Merci d'être avec nous au Grand Palais. Bon anniversaire. Merci. Vous êtes économiste, essayiste, un visage bien connu de nos téléspectateurs du Figaro TV. On va parler actualité économique et politique avec vous Nicolas. On est mi-janvier, la France n'a toujours pas adopté de budget, les discussions peinent à aboutir. Le Premier ministre a évoqué une dissolution. C'est un moyen de mettre la pression aux députés ou c'est vraisemblable une dissolution? Écoutez, j'en sais absolument rien. La seule chose que je sais, mais je suis désolé, on ressasse un peu cette affaire-là, mais c'est quand même la séquence de ces derniers mois a été absolument navrante. Je rappelle qu'on a en France à peu près 1700 milliards d'euros de dépenses publiques et qu'on demande aux parlementaires de se mettre d'accord pour en trouver 30. Voilà, schématiquement. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. On a la dépense publique la plus élevée au monde. La solution, elle n'est évidemment pas du côté des prélèvements obligatoires. Mais visiblement, ces idées très simples ont beaucoup de mal à faire leur chemin dans le monde politique. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc de toute façon, alors on a un budget en l'occurrence, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura le budget de l'année dernière découpé. Le régime de la loi spéciale. Alors, on a la loi spéciale et on peut avoir le budget de l'année dernière divisé par 12, ce qu'on appelle les 12/12e, je ne rentre pas dans les détails, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas dans la situation des États-Unis par exemple, donc on aura un budget. Quoi qu'il arrive, le budget 2025 n'était pas bon, le budget 2026 ne sera pas bon. Les parlementaires ont voté un projet de loi de financement de la sécurité sociale avec 20 milliards de déficit, notamment en raison de la suspension folle de la réforme des retraites. Donc tout ceci, c'est autant de dette publique en plus. Donc voilà, il va quand même falloir un jour ou l'autre que tout le monde redevienne un peu adulte, un peu responsable et qu'on regarde sérieusement ce sujet qui n'est pas insurmontable. Je le répète, on a 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Il faut qu'on fasse 30 milliards d'euros d'économies pendant 4 ans. C'est quand même pas extraordinaire. Beaucoup d'autres pays l'ont fait. Vous diriez quoi? Vous pointez la responsabilité des hommes et des femmes politiques. Il y a une forme de démission face à ce défi de relever les dépenses publiques. Il y a une espèce de... L'intérêt général est quand même passé par pertes et profits. Sur l'autel de cette attente de 2027. Alors tout le monde attend 2027, comme si le 10 mai 2027, nous allions passer, vous vous souvenez de ça, de l'ombre au soleil, à la lumière. Bon,
je peux quand même vous annoncer quelque chose dont je suis absolument certain, c'est que le Dites-moi. 10 mai 2027, Oui. nos problèmes de finances publiques, nos problèmes de compétitivité, nos problèmes de productivité seront exactement les mêmes que le 7 mai 2027. Donc le sujet restera là. Et peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout le monde attend 2027, mais personne, dans le champ politique, pas dans le champ intellectuel, mais dans le champ politique, ne se projette véritablement avec un projet économique et social sérieux pour 2027. Mais Ce travail Nicolas n'est pas fait. Bouzou, c'est peut-être ce qui va se passer en 2026 et en 2027. On va enfin, c'est ce que vous souhaitez, Oui. enfin mettre les vrais sujets sur la table et dessiner Je sais des pas. objectifs, des stratégies pour On va les voir. atteindre. Les sujets importants ne manquent pas. Il y a cette question de finances publiques, il y a Bien la sûr. question de l'offensive industrielle chinoise dont personne ne parle, qui est un sujet absolument majeur, qui génère des faillites importantes dans notre industrie. Il y a la question du protectionnisme américain. Il y a la question éventuellement de l'éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de sujets très sérieux. Et d'ailleurs, au passage, tout à fait intéressant. Je suis absolument certain que ça passionne vos téléspectateurs et vos lecteurs, dont on pourrait parler de façon très, très utile. Mais bon, on préfère L'année parler 2026. de la fiscalité sur les milliardaires, les soi-disant fantasmes de milliardaires qui ne paient pas d'impôts. Donc on n'est pas sérieux collectivement, si vous voulez. On ne regarde pas les vrais sujets. Alors, vous caressez l'espoir qu'en 2026, on Ça en va parle. servir à ça. On espère que vous J'espère. espérez que ça serve à ça 2026. Moi, je fais ce que je peux, vous aussi, mais voilà, j'ai pas de baguette magique, donc je ne sais pas si ça va arriver. Justement, qu'est-ce qui se dessine, Nicolas Bouzou, pour 2026 dans l'économie française? Est-ce qu'il y a des signes positifs et quels sont ces signes? Oui, il y a des signes positifs. D'ailleurs, les dernières statistiques sur l'économie française sont pas mauvaises parce qu'on voit qu'on a quand même un tissu d'entreprises extrêmement dense Oui. dans beaucoup de secteurs, très bien répartis sur le territoire, avec des dirigeants d'entreprise qui, en dépit de toute cette instabilité politique, travaillent vraiment bien. Donc on a de l'activité économique. Donc ça, c'est vraiment un actif en France qui est absolument fondamental. Et de ce point de vue-là, la situation de la France n'est pas comparable avec la situation de certains pays méditerranéens. Il y a une dizaine ou une douzaine d'années, vous vous en souvenez, au moment de la crise des dettes souveraines. Je dirais qu'on a vraiment une structure économique fondamentalement qui est assez saine. Mais justement, c'est très frustrant en fait. Il faudrait la libérer. Donc il faudrait remettre un peu d'ordre dans nos finances publiques. Je l'ai dit, c'est pas très compliqué. Il faudrait bien évidemment, et ça j'appelle ça de mes voeux depuis très longtemps, mais simplifier tout notre système normatif qui est devenu véritablement extrêmement problématique en termes d'activité économique. Et la potentialité de l'économie française, elle est forte. Pour répondre plus complètement à votre question, je ne crois pas, du point de vue des finances publiques, à une crise de la dette. Oui. Parce que la Banque Centrale Européenne nous soutient, parce que je crois plutôt à une espèce de phénomène de nœud coulant, c'est-à-dire une situation qui ne se résout pas, du coup des taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus. Et en fait, c'est très exactement ce qu'on voit. Il y a 2 ans, les taux d'intérêt auxquels on s'endettait à 10 ans étaient à 0. Aujourd'hui, ils sont à 3,6%. Vous voyez, et ça augmente progressivement. Donc, vous connaissez cette analogie de la grenouille dans l'eau chaude qui devient progressivement bouillante et qui la tue sans qu'elle s'en rende compte. Parce que l'augmentation de la température est progressive. Une accélération lente mais sûre. Oui, c'est ça, c'est ma crainte. Vous évoquiez la réduction du déficit public. Ça devrait être le sujet numéro 1, c'est ça, du futur président de la République. Mais Nicolas Bouzou, il n'a que des coups à prendre. Oui, faut pas faire de politique. Dans ce cas-là, faut changer de métier si on veut faire des choses faciles ou des choses qui n'exigent pas un grand courage. Faut pas faire de politique. Faut faire autre chose. Il n'y a pas que la question des finances publiques. En fait, c'est finances publiques et croissance, parce qu'on l'oublie trop souvent. La principale source, quand même, de recettes fiscales et sociales, c'est le fait qu'on ait de l'activité économique. Prenez le Portugal, pays dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, parce qu'en effet, depuis 10 ans, il a rétabli de façon assez spectaculaire les situations de ses finances publiques. Ce qu'a fait le Portugal n'est pas très compliqué. Alors, il y a une crise importante au Portugal, beaucoup plus qu'en France, qui a débouché sur un consensus politique pour réduire les déficits publics. Mais les différents gouvernements portugais ont dit il faut de l'activité économique, donc on va faire une politique économique plutôt favorable aux entreprises, parce que c'est ça ce qui va générer des recettes fiscales. Côté recettes, et côté dépenses, on va maîtriser nos dépenses pour faire en sorte qu'elles progressent moins vite que les recettes issues de la croissance.
et ben, au bout de 10 ans, vous avez une situation qui est assainie. Donc des idées simples, des idées justes et un peu de courage et de capacité à les mettre en œuvre. Voilà ce dont on a besoin. C'est un peu l'ordonnance du docteur Bouzou en fait. Oui, enfin ce que je dis là est pas, vous voyez, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a une opinion publique aussi. Oui. L'opinion, peut-être que la population portugaise acceptait un peu plus, peut-être aussi les efforts. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'opinion publique française ? La spécificité de l'opinion publique française, c'est qu'elle est plus agitée qu'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que le débat public en France, oui, c'est plus viril que le débat public au Japon. Quand on fait une réforme des retraites au Japon, personne n'est au courant. Nous, avant même qu'on les fasse, il y a 1 million de personnes dans la rue. Donc je vous concède le fait que le gouvernement de la France est plus compliqué que le gouvernement du Danemark ou le gouvernement du Japon. Une fois qu'on a dit ça, les Français comprennent aussi bien que les autres les questions de politique économique. Et vous savez, puisqu'on fête le bicentenaire du Figaro, le 19e siècle montre bien que la France est un pays au fond très libéral. Oui. Voyez, parce que l'histoire du 19e siècle français, c'est l'histoire des grands parlementaires libéraux, Tocqueville, Bastiat, c'est l'histoire des grands chefs de gouvernement libéraux comme Thiers, comme Guizot, c'est l'histoire d'une révolution, celle de 1830, qui est une révolution profondément libérale, c'est l'histoire du Second Empire, c'est l'histoire du début de la Belle Époque, qui sont des moments très profondément libéraux. Donc, quand on dit que la France est intrinsèquement un pays antilibéral, je pense que c'est une erreur d'analyse absolument majeure. Et je pense que pour 2027, je vais essayer très très modestement dans le débat public de contribuer à ça, mais on doit vraiment réconcilier la France avec cette tradition libérale pour qu'elle s'appuie là-dessus et qu'elle puisse se projeter dans l'avenir et avoir confiance dans l'avenir. Parce que seule une politique libérale, c'est-à-dire basée sur la confiance, peut donner confiance dans l'avenir en réalité. Mais comment vous expliquez que cette France qui a été si libérale, comme vous le dites, au 19e siècle, ces idées libérales que vous portez de façon très, très intense, comment se fait-il qu'elles aient reculé? La faute à une classe politique? Non, la faute au fait qu'on n'est pas assez nombreux dans le débat public à défendre ces idées aujourd'hui et qu'on ne les défend pas avec assez de vigueur. Et puis, moi je trouve que les dirigeants d'entreprise, par exemple, ne défendent pas non plus ces idées avec vigueur. Ils devraient être plus présents, mais bien sûr, mais évidemment. Monter au créneau, c'est ça? Mais bien sûr, mais quand vous avez des débats lunaire sur la taxe Zuckman ou sur le programme du nouveau Front populaire, les dirigeants d'entreprise, on les entend à la fin de la bataille. Vous leur demandez d'intervenir plus tôt, plus vite, plus fort dans le débat public, c'est ça? Oui, moi j'aime bien défendre ces idées, mais enfin si on est plusieurs, c'est mieux, oui. L'autre grand sujet aussi, Nicolas Bouzou, c'est la place de l'intelligence artificielle qui a déjà déboulé dans toutes nos vies. Ça va être la révolution est en marche. Est-ce que les politiques réfléchissent assez à cette révolution en cours? Très peu. Dans le monde du travail? Et à quoi ils devraient réfléchir et comment vous voyez-vous justement cette révolution de l'intelligence artificielle se développer et nous impacter dans nos vies? Alors, déjà, vous avez 1000 fois raison. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est la grande révolution en marche et qu'au fond, on a 2 sujets à traiter. Le premier sujet à traiter, c'est en effet l'impact de l'intelligence artificielle, notamment sur le marché du travail, sur le fonctionnement des entreprises, sur le fonctionnement des services publics et sur le fonctionnement du marché du travail. On commence à voir se dessiner des choses très importantes auxquelles personne ne réfléchit. Par exemple, on voit que l'intelligence artificielle est plutôt défavorable à l'embauche des jeunes et plutôt favorable au maintien des seniors dans l'entreprise, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau et qui est plutôt l'inverse de ce qu'on avait vu lors des mutations technologiques précédentes qui bénéficiaient plutôt aux jeunes et plutôt au détriment des seniors. Donc c'est plutôt l'inverse qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que on a formé des armées de codeurs chez les jeunes, mais l'intelligence artificielle, elle sait coder.
En revanche, le fait d'avoir dirigé des entreprises, d'avoir eu des responsabilités, d'avoir fait de la vente, d'avoir fait du management, d'avoir fait des ressources humaines, d'avoir résolu tout un tas de problèmes qui peuvent se poser dans une organisation comme le Figaro ou n'importe quelle entreprise, ça, c'est une compétence que l'intelligence artificielle ne peut pas mimer et qui a énormément de valeur. Mais ce sujet de l'intégration des jeunes sur le marché, dans l'entreprise et sur le marché du travail, c'est un sujet majeur. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est pourquoi est-ce que tous les géants de l'intelligence artificielle sont américains et chinois? Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas européens et pas français? Alors Certains sont français, mais sont partis aux États-Unis. Oui, mais certains sont français ou européens. Mais Mistral, c'est fantastique. Sa valeur, c'est 15 milliards de dollars. C'est très bien. La valeur d'OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, c'est 700 milliards de dollars. Donc, on n'est pas dans le même univers. Oui. Vous voyez? Mais je reviens, pardonnez-moi, mais je publie une histoire de France dans quelques jours. Je ferai peut-être l'honneur de m'inviter pour en reparler. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la France, depuis le début, est un pays d'entrepreneurs et un pays d'ingénieurs. Ça fait vraiment la création, la créativité et la science. La science sont l'entrepreneuriat et la science sont vraiment au cœur de la France, mais depuis des siècles en réalité. Je pourrais multiplier les exemples. On appelle le génie français. Mais exactement. Et donc, au cœur de cette révolution de l'intelligence artificielle, la France, si on le libérait un peu, devrait être le pays, mais qui est devant tous les autres. Comme il a été dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique ou du cinéma, devant tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, pour vous, il faut libérer tous ces carcans. Il faut beaucoup de simplification. Oui, il faut faire ce que Napoléon a fait en 1804 avec le Code civil, quoi. C'est-à-dire remettre toutes les normes à plat et tout simplifier et repartir sur un contrat de confiance économique. Nicolas Bouzou, nous célébrons évidemment ces 200 ans au Grand Palais. Quelle est, vous, votre relation à notre journal? Quel lecteur du Figaro vous êtes? Ce sera ma dernière question. Une relation extrêmement intense. J'ai une routine de lecture de la presse qui est extrêmement stricte et qui est la même tous les jours, oui, où que je sois. Laquelle? Et le premier journal que je lis, systématiquement, tous les matins de la vie, c'est le Figaro. Parce que c'est pour moi le journal le plus rigoureux en matière d'information et le plus créatif et intelligent en matière d'opinion. Donc je commence par le Figaro, je lis ensuite les Échos, je lis ensuite le Financial Times et je lis ensuite la presse, grand journal québécois. Puis permettez-moi de vous dire quand même que le Figaro me fait l'honneur de m'ouvrir ses colonnes depuis 15 ou 20 ans. Et parce ça, évidemment, vous contribuez au débat public. Je ne peux pas l'oublier. Alors aujourd'hui, c'est une chose, mais il y a 20 ans, voilà, pour moi, évidemment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça l'est toujours, mais c'est un immense honneur. Ce sera ma dernière question. Vous allez vous apprêter à sortir un livre, L'histoire de France, février, ça, absolument, qui s'appelle L'éternel sursaut. En quelques mots. Voilà, la France, c'est ce pays extraordinaire qui tombe plus bas que les autres et qui remonte plus haut que les autres. Et c'est ce qui va arriver ces prochaines années. Un message d'optimisme. Et donc, restez en France parce que ceux qui partent aujourd'hui seront partis quand la France ira beaucoup mieux. Bon, je vous propose que vous reveniez sur notre plateau en parler plus longuement. Merci infiniment. Merci à vous et bon anniversaire encore. D'avoir été en direct avec nous au Grand Palais. On va retrouver Timothée Delem qui est dans les allées justement du Grand Palais où nous célébrons les 200 ans du Figaro. Oui, tout à fait, Anne-Emmanuel, et on continue effectivement de vous faire vivre bien sûr les coulisses, de vous faire découvrir les coulisses de ce bicentenaire, la grande scène juste derrière nous où se déroulent toutes les conférences pendant ces 3 jours donc de festivités. Toujours autant de monde ici sous la magnifique nef du Grand Palais. Alors je suis justement avec Constance qui est une fidèle lectrice du Figaro qui travaille dans le design à Paris et vous avez tenu à vous rendre ici pour visiter cette exposition sur les 200 ans quand même du Figaro.
Et oui, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et puis de revenir demain et peut-être vendredi parce qu'il y a plein de conférences intéressantes sur des thèmes très variés et surtout je trouve que 200 ans c'est tellement historique, c'est très impressionnant et donc c'est une joie que d'être là au cœur de Paris dans un lieu si beau qui porte très bien les couleurs du Figaro. Dans un si bel écrin, effectivement, et vous êtes venu en famille. Vous étiez tout à l'heure avec votre sœur et votre neveu, me semble-t-il. Vous me disiez d'ailleurs que demain, ce sont sûrement vos parents qui vont venir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le Figaro ? Le Figaro, pour moi, c'est le plus grand quotidien français qui a quand même 200 ans, qui traite des sujets d'actualité, mais aussi des sujets de société, des sujets de culture, qui donne beaucoup la parole aux écrivains aussi. Et c'est quelque chose qui me touche et qui me plaît. Et le Figaro, moi, je me réveille avec le matin, c'est la première application que je regarde. En me couchant, c'est la dernière application que je regarde. Je suis un peu addict. Et je regarde plus le Figaro qu'Instagram. Et ceux qui me connaissent savent que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Donc je suis vraiment une grande lectrice. Et c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait effectivement sur la digitalisation des contenus. C'est la preuve que ça marche. Alors vous avez également arpenté, me disiez-vous tout à l'heure, l'exposition sur l'histoire du Figaro. Qu'est-ce que vous y avez appris ? Eh ben alors, j'ai commencé, j'ai pas encore terminé, mais j'ai beaucoup apprécié voir un des manuscrits de Beaumarchais. C'est pareil, c'est assez inédit de pouvoir le voir de ses propres yeux, qui a été prêté par la BNF. J'ai pu voir un petit peu de la conférence avec la directrice générale de Molly, qui est une marque de vêtements que j'aime particulièrement. Et puis après, je vais voir le club lecture avec notamment Sylvain Tesson, qui est un écrivain que j'apprécie beaucoup. Et demain, les grands reporters. C'est une conférence qui va je pense, beaucoup m'intéresser. Et vous allez donc revenir demain, me disiez-vous. Vous revenez en famille, c'est ça ? Oui, avec ma belle-mère, ma belle-sœur, et puis peut-être des personnes qui vont s'ajouter au fur et à mesure, peut-être en dernière minute. Bon, écoutez, en tout cas, le rendez-vous est pris. On vous souhaite une très belle visite et puis un bon bicentenaire à vous aussi, donc qui avait tenu à vous rendre ici dès le premier jour pour fêter ces 200 ans du Figaro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Anne-Emmanuelle, ce que l'on pouvait dire, alors qu'ici, bien sûr, les festivités se poursuivent avec toujours donc ce monde, une conférence qui est en train de se dérouler derrière nous à l'instant où je vous parle, et puis toujours ce studio sur lequel vous vous trouvez à quelques mètres de nous. Je vous laisse, Anne-Emmanuelle, la main parce qu'on va continuer bien sûr de parler du Figaro et notamment de la place du Figaro dans l'histoire des grands procès. Je crois que vous allez parler notamment du procès Caillaux. Absolument, merci Timothée Delem, merci à Camille Jaïr qui vous accompagnait pour les images. On continue cette émission et cette fois-ci, on va s'immerger dans l'histoire du Figaro avec vous, Basile Ader. Vous êtes avocat spécialiste du droit de la presse et le Figaro est venu vous voir, c'était en octobre dernier il me semble, ils vous ont demandé, la direction vous a demandé d'écrire l'histoire du procès Caillaux. C'est une histoire qui a marqué notre histoire à nous. C'était en 1914. La femme du ministre des Finances de l'époque arrive dans les locaux du Figaro, rue Drouot, et elle abat le directeur, Monsieur Calmette. C'est bien ça ? Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et à mon tour de vous souhaiter un bel anniversaire. C'est un bel âge que 200 ans. Dans l'histoire du Figaro, évidemment que cet épisode, à la veille de l'entrée en guerre, puisque on est en 1914. Voilà, c'est en mars 14 et elle sera d'ailleurs jugée en juillet, c'est-à-dire quelques jours avant l'entrée en guerre. Parce qu'elle ne supporte pas la campagne de calomnie, estime-t-elle, engagée par le Figaro contre son mari Caillaux, qui est ministre des Finances. Et vous savez, la raison principale, c'est que Caillaux tente d'instaurer en France pour la première fois l'impôt sur le revenu. C'est la grande nouveauté, l'impôt sur le revenu. Chacun devra payer un impôt en fonction de ses revenus, justement. Et ça, c'était insupportable au Figaro à l'époque, estimant qu'il n'y avait aucune raison que chacun contribue à la hauteur de ses ressources. L'autre raison, c'est que Caillaux était pacifiste. Et il estimait qu'il y avait encore une matière à s'entendre avec l'Allemagne, notamment si on lui cédait une partie du Cameroun et du Maroc. Et donc ces deux raisons-là ont fait que le Figaro, qui était totalement opposé, qui était un va-t-en-guerre et qui était surtout opposé à l'instauration de cet impôt sur le revenu, a engagé pendant plusieurs mois un article tous les jours pour révéler les impérities de Caillaux, vrai ou faux, j'en sais rien. Et c'est au moment où le Figaro, qui s'était procuré les lettres d'amour que Caillaux avait échangées avec
l'époque, celle qui n'était pas encore sa femme, ils étaient tous les deux mariés de leur côté, se les était procurés par l'ex-femme de Caillot, que Henriette Caillot a pris de panique. Il s'est dit, si jamais elles sont publiées, ma fille va apprendre que je trompais son père, alors que j'étais encore dans les liens du mariage. Et ça, c'est insupportable, ça sera le déshonneur public. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a perdu la tête et elle est allée l'abattre sans même crier gare. Juste, elle attendait dans l'antichambre. Il la laisse rentrer dans son bureau. Elle dégaine un petit Browning. Elle tire les 6 balles et elle le tue. Mais elle attend. Elle dit, moi, je fais justice, puisqu'il n'y a pas moyen d'obtenir réparation des calomnies et des diffamations qui ont été publiées à l'encontre de mon mari. Je me suis fait justice moi-même. Elle est jugée. On va y revenir. Quel est le retentissement quand même de cet assassinat dans l'opinion publique de l'époque? C'est un choc? Ah ben c'est un énorme choc, bien sûr. D'aller tuer parce que on n'a pas aimé ce qu'il a publié un directeur de presse, c'est quand même pas rien. Ça ressemble à certains égards à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo dans des temps plus récents. Donc évidemment que ça met en émoi tout le monde. Mais on est à un moment très crucial parce qu'on sait que la guerre arrive. Oui. On s'y prépare de part et d'autre, tout ça chauffe. Et donc, il y a une espèce d'hystérie collective. On est à un moment de l'histoire de France où les gens perdent un peu la tête. Il y a une espèce de passion qui s'est emparée de part et d'autre, qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on a vécu 20 ans plus tôt au moment de l'affaire Dreyfus. Alors, vous le disiez, cet assassinat intervient au mois de mars 1914. Assez rapidement, en juillet, c'est ça, Madame Caillot est jugée. Et c'est ce que vous avez écrit et ce que vous allez donner à voir sur la grande scène qui se trouve derrière nous. Ce sera de mémoire vendredi à 15h30. Vous serez entouré notamment de Solange Doumic, maître Solange Doumic. Vous allez restituer ce procès Caillot. Quels sont les arguments de Madame Caillot lors de ce procès quand elle le comparait? Alors d'abord, je vais vous dire que ça a été un exercice un petit peu compliqué parce que ça a été 7 jours d'audience. Il faut d'ailleurs observer qu'à l'époque, la justice allait vite parce que les faits sont en mars et elle est jugée en juillet. Et c'était un temps normal. On ne s'est pas plus pressé qu'ailleurs. Aujourd'hui, il faudrait 6 ans, 7 ans avant que l'affaire vienne. Mais la justice avait les moyens d'être rendue assez vite et ça, il faut le saluer. Et j'ai concentré dans l'exercice qui m'a été demandé, c'est-à-dire 50 minutes. Donc je me concentre sur l'aspect passionnel de l'affaire et pas tous les développements politiques parce qu'il y a eu un certain nombre de témoins. Ce qu'on va plaider, c'est qu'elle a perdu sa tête. C'est un crime passionnel. C'est exactement les mêmes sentiments qui peuvent animer les femmes trompées lorsqu'elles vont se venger auprès de leur rival. Elles étaient couramment acquittées. Pour les hommes, ça valait aussi, mais encore plus pour les femmes. Et j'ai un des rares témoins que j'ai gardé, c'est l'expert psychiatre qui vient expliquer que les femmes, au moment où elles sont à l'emprise de tels sentiments passionnels, perdent leur tête. Il y a une espèce de dédoublement de personnalité qui fait qu'elles ne se rendent plus compte. Et il y a une forme d'impunité pénale parce qu'elles n'ont plus tout leur discernement. C'est assez intéressant de voir quel était l'avis qu'on avait sur la psychologie féminine à l'époque. Il évoque effectivement que Madame Caillot avait ses règles à ce moment-là, qu'elle n'était pas tout à fait elle-même. Il évoque les travaux récents d'un certain docteur Freud, c'est ça? Exactement. Le neurologue. La stratégie de la défense de son avocat va essentiellement, c'est ça, reposer sur ces arguments-là? Ces arguments et sur le fait qu'elle ne connaît pas bien le maniement des armes et le petit Browning a une gâchette très sensible et surtout au moment où on tire, le recul de la culasse fait monter le canon et que alors qu'elle voulait juste l'impressionner, c'est ce qui plaide, et tirer au sol, en fait cet effet fait que il y a 2 des 6 balles qui l'atteint. Il y a 6 balles elles partent tout de suite, c'est automatique. Et ça, elle n'en a pas le maniement. Et donc il s'appuie à la fois sur le fait qu'elle a plus sa tête, que l'arme est finalement incontrôlable pour quelqu'un qui n'est pas habitué, et surtout le fait qu'il est très mal soigné. Que s'il aurait été très vite soigné, il aurait été évidemment sauvé. Et donc, elle n'est pas la seule cause de la mort de Calmette. Et tout ça amène à l'acquittement. À l'acquittement, ce qui est assez étonnant. La particularité à cette époque, c'est que ce sont 12 jurés sans président, c'est ça, qui vont délibérer sur la culpabilité de Madame Caillot.
Exactement. À l'époque, et ça a perduré jusqu'au régime de Vichy, c'est le régime de Vichy qui a changé. En matière criminelle, il y avait 12 jurys qui se prononçaient sur la culpabilité. C'est ensuite les magistrats, s'ils estimaient que l'accusé était coupable, qui donnaient la peine. Et donc il est arrivé dans un certain nombre d'affaires qu'ils aient préféré acquitter ayant peur de la sévérité de la peine. Et ils étaient 12 entre eux et il suffisait qu'il y ait un ou deux leaders qui prennent la main. Aujourd'hui ça n'arriverait plus parce qu'il y a 3 magistrats professionnels dont le président qui préside les délibérations et qui aurait dit non écoutez vous êtes obligé de la condamner. Je veux bien qu'ensuite on discute de la peine et qu'elle soit pas trop sévère, mais vous êtes obligé de condamner alors qu'à l'évidence elle est responsable de la mort, elle avait la volonté de tuer. Et le fait qu'il y ait 12 jurés, ça a perduré pendant combien de temps, vous nous avez dit ? Ça a été changé en 1941, c'est le régime de Vichy. C'est un truc qu'on a gardé de Vichy d'ailleurs, la présence des magistrats délibérant devant la cour d'assises. L'assassinat de Calmette, c'est une atteinte à la liberté d'expression ? Ah bah oui. Clairement ? Ouais, clairement, c'est d'ailleurs ce que va plaider Maître Chenu, qui est le représentant de la famille Calmette dans le procès, la partie civile. Évidemment, s'il suffit, pourquoi pas faire un procès en diffamation ? C'est la voie normale que prévoit la loi. Parce que un article, là en l'occurrence il y en a eu beaucoup d'articles vous déplaisent, il suffit d'aller tuer le directeur du journal, c'est un peu expéditif et pas très républicain. Et que ça soit la femme d'un ministre qui le fasse. Et d'ailleurs, ce que plaidera Chenu, c'est qu'elle le fait pour le compte. Parce qu'il voit bien que sa carrière politique, il est très influent, il est très ambitieux. C'est ce que j'allais vous poser comme question. À quel genre de personnalité a-t-on affaire entre Caillaux et sa femme ? Quel homme politique est Joseph Caillaux ? Est-ce que l'hypothèse qu'il aurait téléguidé sa femme est plausible ? Alors moi, ce qui est bien, c'est que lorsque le Figaro, en octobre, est venu me chercher, je me suis plongé dans toute la littérature, donc j'ai appris pas mal. Et il semble qu'il y a un consensus historique pour considérer qu'il a effectivement influencé et les experts. Il a promis au président de la Cour, qui est très très obséquieux avec l'accusé, ce qui n'est pas du tout l'habitude devant une cour d'assises, que si ça se passait bien, il aura une très belle carrière ensuite. Il a fait la même promesse à l'avocat général, ce qui fait que tout était mis en place de manière très intelligente, astucieuse, mais influente de sa part. Donc il était à peu près certain. Et on sent bien d'ailleurs que Laborie, qui n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit, Laborie, c'est l'avocat il prend le meilleur de la place. Laborie, qui a été l'avocat de Dreyfus, qui a eu des acquittements magnifiques, et c'est lui à qui il confie la défense de sa femme. Mais même Laborie, on le sent un peu en recul. Et dans les mémoires de Laborie, ils ne se vantent jamais de cet acquittement, ce qui est quand même suspect. Comment réagit le Figaro à cet acquittement ? Il est évidemment ulcérés. Il y a eu des protestations, des manifestations, mais très vite on est entré en guerre, donc on est passé à autre chose. Oui, ça a été balayé en fait par l'Allemagne qui déclare la guerre à la France début septembre. La semaine suivante. Que devient Joseph Caillaux alors que justement la guerre est déclarée ? Il a été rattrapé par la patrouille puisqu'à la sortie de la guerre, les faits de corruption, de détournement de fonds dont l'avait accusé le Figaro s'avèrent vrais et il est condamné par le tribunal correctionnel. Mais il ne fera pas de peine de prison, il sera condamné sur le principe, mais il finira tranquillement sa vie avec son épouse Henriette Caillaux dans les années 40. Et sur la tombe de Calmette, on peut lire « Mort au service du pays ». Exactement. Donc, rappelons, vous jouez ces grands moments du procès Caillaux, c'est ici, vendredi, c'est ça ? Vendredi, absolument. 15h30. À vos côtés. Il y aura Henriette Caillaux, il y aura Caillaux qui viendra déposer, il y aura l'expert, il y aura la première femme, Berthe Guédan, et puis on aura les avocats de part et d'autre et l'avocat général. Donc on sera 7-8 sur scène pour restituer les fondamentaux de cette affaire, mais très fidèlement, puisque je me suis inspiré de la retranscription qui avait été faite par le Figaro quotidiennement des déroulements des débats.
C'est à voir donc vendredi 15h30 et sur Figaro TV à 20h. Dernière question très rapide. Vous, Basile Adair, quelle est votre relation au Figaro? Quel lecteur vous êtes de notre journal? Alors moi, j'y suis très attaché parce que je le trouvais tous les matins arrivé par le courrier. Mon père entendait le lire le premier, mais il nous le passait ensuite. Et puis moi, j'aime beaucoup le théâtre, comme vous l'avez rappelé. Lorsque j'étais au Cours Simon, la première scène que j'ai jouée, c'est la première scène de Figaro, celle où il est avec sa femme et qu'il mesure l'espace qui va les séparer des deux chambres, puisqu'il l'a fait engager. Et donc, quand j'ai vu que le nom d'un des très beaux personnages de notre théâtre était donné à ce journal, pour la raison qu'on sait, Oui. eh bien, ça c'est une double raison d'avoir un attachement. Je continue de le lire régulièrement sur le papier, parce que moi, je suis attaché au papier. Merci beaucoup, Basile Adair, d'avoir été avec nous. Rendez-vous 15h30 vendredi pour voir ces grands moments du procès Caillaux. Point de vue, c'est déjà fini. Demain, vous retrouverez Timothée Delem aux manettes de l'émission. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au Grand Palais. Nous vous y attendons. À très vite.